Alors que la COP27 entre dans son dernier droit en Égypte, il reste encore beaucoup de travail à faire pour en arriver à un consensus sur les moyens de faire face au réchauffement climatique. De l'aveu même du président de cette rencontre, Sameh Shoukry, il faut accélérer la cadence si on veut surmonter les divisions entre pays riches et pays pauvres d'ici vendredi, au moment de conclure cette conférence des Nations unies sur le climat. Alors, je discute de cette COP27 avec Patrick Bonnin, porte-parole de Greenpeace. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. On sait d'abord que le Canada est représenté par le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Le premier ministre Trudeau, qui est en voyage en Asie du Sud-Est, assiste pas comme tel à cette COP27. Est-ce que c'était important pour le premier ministre Trudeau d'assister à cette rencontre ou si vraiment les discussions, de toute façon, ça se passe à un autre niveau? Ça aurait été très important. Il y avait près de 100 chefs d'État qui étaient présents lors des premières journées. M. Biden est allé par la suite. Évidemment, il y a plusieurs réunions qui se passent lorsqu'il y a 120 chefs d'État et plusieurs groupes de travail. Et avoir le plus haut niveau d'engagement de la part d'un pays peut éventuellement faire dénouer des impasses, faire avancer les dossiers. Et malheureusement, l'absence de M. Trudeau a été clairement notée. Oui, parce qu'on sait que le Canada est le deuxième plus grand pollueur par habitant de tous les pays du G20. Comment le Canada est vu dans ces rencontres? Bien, il est vu comme étant le pire pays du G7, là, le seul qui a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Un pays qui, oui, maintenant a un plan, donc c'est moins pire qu'à l'époque d'Harper, mais qui malheureusement n'a pas un plan pour atteindre sa cible. Sa cible n'est pas assez ambitieuse par rapport à ce qu'exige la science, ce que devraient faire des pays développés. Donc, évidemment, du côté des pays du Sud, où se tient, entre autres, la COP en Afrique, eh bien, il y a énormément de critiques envers le gouvernement, non seulement parce que les émissions ne réduisent pas assez, il n'y a pas de plan, mais aussi au niveau du financement pour l'adaptation, par exemple, au changement climatique. Le gouvernement n'a pas fait sa juste part. Donc, c'est malheureusement un Canada qui est moins pire qu'avant, mais qui fait encore partie des pays. Oui. Parlons justement des travaux comme tels de cette COP27, parce qu'il semble qu'il y a encore beaucoup de questions en litige, et vraiment pas les moindres, là, notamment sur les baisses des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement, aux effets des changements climatiques, l'aide financière à apporter aux pays plus pauvres qui souffrent de ces changements-là. À quoi on peut raisonnablement, je dirais, s'attendre d'ici à vendredi? Il faut comprendre que mercredi environ, les ministres arrivent sur place. M. Guilbeault est là depuis le tout début. Et c'est à partir de mercredi qu'on devrait avoir les impasses se dénouer. Donc, c'est les négociations. Certains niveaux de négociation exigent la présence des ministres. Donc, ça devrait s'accélérer. Pour l'instant, ça piétine. Ça piétine sur l'enjeu principal de cette conférence-là. L'enjeu principal qui est celui qu'on appelle perte et préjudice ou perte et dommages. Ça, c'est essentiellement une demande que les pays du Sud font depuis 30 ans, qui est la suivante, c'est de se faire payer par les pays les plus riches, par les plus grands pollueurs, pour les pertes que les pays du Sud subissent et pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Ce sont l'augmentation des événements extrêmes climatiques, comme par exemple les inondations au Pakistan, que subissent les pays du Sud. Le Pakistan, c'est 30 milliards de dollars en termes de pertes et dommages. Et donc, ça prend un mécanisme dédié pour financer les pays du Sud à ce niveau-là. Et ça, c'est l'enjeu. Il faut créer ça lors de la COP. Le Canada peut jouer un rôle proactif, mais évidemment, on a vu beaucoup de résistance de la part des pays riches à ce que ce soit inscrit à l'agenda. Maintenant, c'est à l'agenda pour la première fois et il faudra concrétiser ça d'ici la fin de la COP. Oui, c'est ça. Le président dit qu'il faut vraiment accélérer la cadence parce que là, comme vous dites, ça piétine. Sur la réduction des gaz à effet de serre, on se rappelle, il y a un an, à la précédente COP, la COP 26 à Glasgow, en Écosse, il y avait quand même 200 pays qui s'étaient engagés à maintenir en vie l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Le Canada, il y a une trentaine de pays qui l'ont signé jusqu'à maintenant, qui ont respecté cet engagement de l'an dernier. Le Canada en est où, justement, dans cet engagement? Oui, il n'a pas bougé. Donc, il y a seulement 24 pays environ qui ont augmenté leur ambition, leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Canada n'en fait pas partie depuis la conférence de Glasgow. On attendait à ce qu'il relève son ambition. Je vous rappelle que le Canada a une cible de gaz à effet de serre qui est moins ambitieuse que ce que les États-Unis ont comme cible. Et là, même les États-Unis sont pas assez ambitieuses en regard de la science. Au niveau mondial, il faut couper de moitié les émissions d'ici 2030. Et malheureusement, on n'a pas d'objectif de la part des pays. Donc, on se dirige encore vers un réchauffement d'environ 2,8 degrés Celsius, alors que la cible de l'accord de Paris, c'est 1,5.
Donc, désolant encore une fois. Ouais, ça m'amène à vous parler de la déclaration de la ministre des Finances, Mme Freeland, qui a dit lors d'un voyage à Washington il y a quelques semaines que le Canada devait accélérer la réalisation des projets énergétiques dont nos alliés ont besoin, notamment pour se chauffer. Est-ce que la communauté internationale prend note de déclarations comme ça et se méfie davantage des engagements du Canada face au réchauffement climatique, vous pensez? Cette déclaration a été particulière en ce sens qu'on ne l'a pas nécessairement entendue sur d'autres plateformes. Évidemment, c'est le genre de mauvais message qu'envoie le Canada lorsque ça se fait. Madame Freeland, on ne se le cachera pas, ne fait pas partie des voix les plus progressives, celles qui poussent pour la lutte contre les changements climatiques. Heureusement, il semble que M. Trudeau a ramené le message, mais il reste beaucoup de travail à faire. L'absence de M. Trudeau, mais aussi la présence des grandes pétrolières des sables bitumineux à l'intérieur même du pavillon du Canada pendant la conférence des Nations unies a été énormément discutée. Lorsqu'on parle du problème, c'est essentiellement au Canada la production pétrolière et gazière. C'est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre, celui qui émet le plus que les transports. Et le gouvernement a donné une tribune en or à l'industrie. Alors évidemment qu'il devrait privilégier les véritables alternatives qui permettraient une sortie rapide du pétrole et du gaz. En terminant, Patrick Bonnin, on sait que ces conférences des Nations unies sur le climat sont souvent dénoncées pour leur inutilité. Plusieurs parlent de leur aspect un peu superficiel. Est-ce que cette impression s'est justifiée? C'est tout à fait comprenable. Par contre, il faut comprendre que c'est le seul milieu, la seule instance, mécanisme international qu'on a pour respecter l'accord de Paris, pour forcer les pays à présenter des cibles, pour faire entendre les voix du Sud, pour permettre d'avoir du financement pour les voix du Sud. Donc, le problème, ce n'est pas l'Organisation des Nations unies et cette conférence-là. C'est vraiment les pays qui ne font pas le travail à domicile et qui arrivent les mains vides lors de ces conférences-là. Mais on serait beaucoup plus loin encore de 1,5 degrés Celsius si on n'avait pas eu la conférence de Paris, si on n'avait pas l'accord de Paris et ces conférences annuelles. Évidemment, beaucoup de pression de la part des lobbyistes, je vous le rappelle. Il y a 600 lobbyistes du pétrole et du gaz qui sont présents à cette conférence-là. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut dénoncer, oui, en termes de greenwashing ou d'éco-blanchiment. Mais non, ça va pas assez vite. Mais la raison essentielle, c'est pas l'ONU, ce sont les pays. Oui, donc vous dites que c'est une conférence nécessaire, mais il faut des résultats finalement en bout de ligne. Patrick Bonnin, porte-parole de Greenpeace, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.